Une forme de tremblement de terre ce soir s'est produit. Il y a des répercussions énormes de l'échange qu'il y a eu entre Vance, Trump et puis Zelensky. Et évidemment, tout le monde y va de son commentaire. Je vois, il y en a qui prennent Trump pour un fou, etc. Zelensky, etc. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'assister à ce type de prestations publiques dans le cadre d'une rencontre diplomatique. Et ça choque énormément parce que là, il y a les codes qui sont bouleversés. C'est-à-dire que devant les caméras se passe ce qui pouvait se passer derrière les caméras, mais en catimini. Là, le monde voit. Il y a une forme de révélation de la vérité des échanges, dans leur brutalité peut-être, mais dans leur vérité également. Et déjà, on va commencer par regarder une petite séquence qu'il faut avant tout, dont il faut se rappeler. Il y a Lavrov qui rappelle, et il va falloir l'écouter, vous allez voir la séquence, qui rappelle qu'il y avait une possibilité de paix qui a foiré à cause des Européens qui voulaient la guerre. Il y avait un accord qui était prêt à signer à Istanbul. C'était Erdogan qui avait organisé cela. Et c'est Boris Johnson qui a demandé à Zelensky de refuser cet accord. Et ils sont partis comme ça vers des millions de morts, enfin des centaines de milliers de morts. Et parce que le Boris Johnson a refusé de faire cet accord en disant on vous soutiendra, avec l'accord bien entendu de l'équipe Biden derrière, qui a évidemment armé l'Ukraine. Donc c'est bien de se rappeler ça, parce qu'il y aurait pu avoir une économie de vie, et Lavrov, très justement, nous le rappelle. On va l'écouter. Vladimir Putin, President of the Russian Federation, has said that many times, reminding that in Istanbul, 3 years ago, we were maybe 1 hour away from signing a full-scale agreement. But Boris Johnson banned Ukraine from doing that. And in an interview, a Ukrainian official publicly confirmed this fact, that 3 years ago they had been ready to sign, but they were forbidden to do that by London and Washington. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, alors là, vous allez voir, ça dure un moment, mais j'ai jugé qu'il était nécessaire, avant de s'exprimer sur des éléments que nous n'avons pas forcément, ou tout au moins que nous ignorons, d'écouter l'analyse de Philippe de Villiers, qui vient de la faire ce soir. Je vous la reproduis en intégralité sur le sujet de l'Ukraine, et je trouve qu'il est très utile d'écouter son analyse à chaud, parce qu'il n'avait pas préparé, et c'était imprévu ce rapport avec cette histoire qui s'est produite. En plus, il paraît que Trump aurait accepté sous la pression de Macron de recevoir Zelensky, alors qu'ils n'avaient pas envie de recevoir Zelensky. Donc il a inspiré, il a été un oiseau de mauvais augure dans cette affaire, si c'est vrai, si c'est Macron qui a insisté, il paraît qu'il aurait insisté pour que Trump reçoive Zelensky, à vérifier, bien entendu. Aujourd'hui, nous avons une équipe gouvernementale des États-Unis qui est décomplexée. Ils sont anti-woke, ils ont décidé de révéler la corruption, ils sont partis en guerre contre l'État profond,
Et cet État profond, qui était dirigé par l'équipe démocrate, aujourd'hui tremble. Tremble, pourquoi? Parce que les autres sont déterminés à dénicher toutes les saloperies, je dis bien, qui ont été faites sous le gouvernement Biden et Obama. Et il y en a des saloperies. Et là-dedans, l'Ukraine fait partie du paquet cadeau. Et ce soir, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que Zelensky avait l'habitude d'être reçu comme un héros, avec une forme de... Il plane. Il était il y a son peuple qui souffre, mais lui, il était dans une espèce il était comme grisé, je ne sais s'il est grisé par la drogue, mais il était hors sol. Et quand il était reçu comme un héros, il vient avec son t-shirt, tout ça. Et là, ça marche plus. Parce que les États-Unis sont capables de te... Il suffit de changer de gouvernement et tout change. Ils changent de braquet. C'est très dangereux de s'allier d'ailleurs avec les États-Unis parce que demain, ça peut changer dans l'autre sens. Donc il faut garder son indépendance, c'est très important. Les États-Unis, ce sont les États-Unis. Philippe de Villiers explique bien ça. Il ne faut pas non plus se méprendre sur le rôle des États-Unis, leur psychologie et également leur travers et leurs qualités, leurs défauts et leurs qualités. Mais il faut que nous soyons, bien entendu, les vassaux de personne. Et ce qui s'est produit, c'est que nous nous sommes alliés à l'Europe, qui elle-même était le vassal de l'équipe de l'État profond des États-Unis. Mais aujourd'hui, la nouvelle équipe a dit « on n'en a rien à foutre de vous, Européens, vous allez vous démerder ». Donc le marché est rompu. C'est le jeu des changements d'équipe, des changements de braquet dont les États-Unis sont capables. Nous, on n'a pas l'habitude de changer de braquet comme ça. On coule vers... Nous, on se dégrade progressivement, mais on n'a pas l'habitude, si vous voulez, d'être radicaux dans nos positions. Et eux, ils sont capables de changer du tout au tout. Et c'est comme ça, c'est leur nature. Ils ont des institutions qui leur permettent ça. Et ils vont pas s'en priver. Ce qui veut dire que ça a été très dangereux, notre alliance que nous avons fait avec les États-Unis, parce qu'aujourd'hui, ils lâchent les Européens. Et ce que nous voulions, c'est garder notre souveraineté. C'est-à-dire, d'une part, de ne pas faire partie de cette Europe mortifère, et de garder, comme De Gaulle l'avait fait avec les États-Unis à l'époque, De Villiers rappelle tous ces éléments-là, c'est important, où il avait restauré la souveraineté de la France, parce que les États-Unis, à la Libération, voulaient occuper la France. Remarquez, s'ils avaient occupé la France, peut-être qu'on ne serait pas dans l'état où on est aujourd'hui, parce que quand on voit ce qu'on est devenu, c'est catastrophique. Alors, évidemment, nous avons un souci. Nous avons un souci, c'est que nous ne sommes plus rien. Et nos diplomates sont faibles, sont diminués, n'ont plus de crédibilité. C'est une catastrophe ce qui nous arrive. Nous nous sommes épuisés dans cette guerre, nous avons financé cette guerre, nous sommes alliés à l'Ukraine pour détruire la Russie, et là, nous assistons à une alliance entre les États-Unis et la Russie, en direct. Et que le style de Trump nous plaise ou pas, il va falloir choisir, nous, ce qu'on fait, parce que là, on est mal parti si on reste dans le giron de l'Europe, je vous le dis. Ça va être des soubresauts, ils vont éructer, alors là, je les entends déjà éructer, Trump, t'es un fou, c'est ça, là, c'est Hitler, tout ça, on va y avoir le droit. Donc fermez vos télévisions, parce que là, ça va être un lynchage de Trump, mais alors, puissance 1000. Parce que leur héros, c'était Zelensky. Et donc, je vous invite à écouter calmement l'analyse de Philippe de Villiers, qui, de mon point de vue, est excellente. C'est un homme d'État comme ça qu'il nous faut. Il n'y a pas à dire. Les autres sont des nains à côté de lui. Tout de suite, il a une analyse juste. Et il n'y a que lui qui peut restaurer, si vous voulez, notre pays. Il n'y a que lui. C'est évident. Il n'y a personne d'autre qui est capable d'avoir une analyse, transcendante de la situation qui nous permette, nous, de nous en sortir dans un sandwich, là. On est pris entre la Russie et les États-Unis, là. On va morfler. Donc le seul qui est capable
relever la tête, c'est Philippe de Villiers, c'est mon point de vue. Je me trompe peut-être, je dis à chaque fois c'est mon point de vue. Mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai beau chercher, je ne trouve personne à sa hauteur. Écoutez-le et vous me direz ce que vous en pensez. 19h sur CNews, merci d'être avec nous pour Face à Philippe de Villiers. Cher Philippe, bonsoir. Bonsoir Elliot. Bonsoir Geoffroy Lejeune. Bonsoir Geoffroy. Philippe, on a un président américain qui vient de bousculer toute notre émission. Ah oui, c'est le direct. Les joies du direct, vous avez entièrement raison. Oui. Quelques instants avant qu'on prenne l'antenne, on a découvert, stupéfait, cet échange plus que musclé entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche, où Donald Trump explique, intime à Volodymyr Zelensky, intime l'ordre de conclure un accord où nous voulons. Ils sont tombés. Première phrase très forte. Il dit quoi d'autre? Sans nos équipements militaires, la guerre aurait pris fin en 2 semaines. Troisième phrase, là c'est pas Donald Trump, c'est J.D. Vance qui dit vous manquez de respect aux Américains, et il pointe la responsabilité de Volodymyr Zelensky, et puis ils sont partis tous les deux dans un moment où effectivement c'était plutôt surprenant. Revoyons une séquence ensemble et vous allez tout nous expliquer. Il faut que vous soyez reconnaissants. Vous n'avez pas les cartes en main. La population meurt, vous n'avez plus assez de soldats. Vous n'avez plus de soldats. Et ensuite, vous nous dites, je ne veux pas un cessez-le-feu, je ne veux pas un cessez-le-feu, je veux ci, je veux ça. Écoutez, si vous pouviez avoir un cessez-le-feu maintenant, vous le prendriez. Comme ça, il n'y aurait plus de balles qui volent. Bien sûr, nous voulons mettre fin à la guerre. Je vous ai donné l'équipement nécessaire pour vous battre. Le président Obama n'a rien donné. Moi, je vous ai donné beaucoup. Il faut que vous soyez reconnaissants parce que vous n'avez pas les cartes en main. Avec nous, dans votre équipe, vous avez les cartes en main, mais sans nous, vous n'avez rien. Sans nous, vous n'avez rien. Philippe de Villiers, je pense que c'est une séquence qui fera date. Est-ce que vous aviez déjà vu, vécu, entendu parler d'une telle séquence, échange devant les caméras du monde entier entre le président des États-Unis et donc le président ukrainien Volodymyr Zelensky? Alors moi, je ne suis pas du tout surpris. Parce que je connais l'Amérique, je connais l'histoire de l'Amérique, l'histoire des relations entre l'Amérique et l'Europe, si vous voulez, on peut en dire quelques mots dans un instant. Et connaissant le tempérament de Trump et de J.D. Vance, connaissant aussi très bien la vie intérieure, si l'on peut parler ainsi, de Zelensky, ça devait se terminer comme ça. Alors, en fait, que se passe-t-il? On a face à face 2 hommes, 2 chefs d'État. Zelensky, lui, il a voulu cette guerre contre la Russie. Il a voulu sortir du statut de la neutralité que les grands diplomates considéraient comme un instant de sagesse dans l'histoire de l'Europe. Et donc un statut de sagesse. La neutralité, c'est-à-dire éviter d'avoir à touche-touche 2 puissances nucléaires, l'OTAN et la Russie. C'est trop dangereux. Au moindre incident de frontière, on a le danger d'un embrasement. Et moi, pendant des années, comme je le racontais la semaine dernière, j'ai vu l'évolution des pays européens. Ils ont basculé dans une posture qui n'était pas raisonnable en voulant faire de l'Ukraine un Xème pays de l'OTAN. Et à vouloir élargir l'OTAN comme ils l'ont fait, ils ont pris le risque, évidemment, que l'ours sorte de sa tanière. Vous savez la phrase de Talleyrand, je connais les 1001 manières de faire sortir l'ours de sa tanière, mais je n'en connais aucune de l'y faire rentrer.
Et donc, si on avait écouté la sagesse de Talleyrand, naturellement, on ne serait pas dans cette situation. Donc, il a voulu la guerre. Bon, il l'a eue et il l'a perdue. Et maintenant, en fait, il arrive à Washington comme un perdant, comme un suppliant, comme un homme politique suppliant. Et il a en fait plusieurs demandes. La première, c'est d'être assis à la table de négociation, puisqu'il est quand même concerné, et pour cause. La deuxième demande, c'est de rentrer dans l'OTAN, donc d'échapper à nouveau à la neutralité, à la neutralisation. Et la troisième demande, c'est évidemment de récupérer les territoires perdus. En face de cela, en face de cette Ukraine, il y a un nouveau président des États-Unis qui a une vision du monde complètement nouvelle. C'est-à-dire que c'est la première fois dans l'histoire des États-Unis que les États-Unis regardent ailleurs. Les États-Unis ne regardent plus du côté de l'Europe, du côté de l'Atlantique. C'est inouï. Ils regardent du côté du Pacifique. Ils sont obsédés par le Pacifique. Ils sont obsédés par le fameux piège de Thucydide avec la Chine. Leur obsession, c'est la Chine. Et donc, à partir du moment où Trump est obsédé par la Chine et qu'il regarde du côté du Pacifique, quand il se tourne un instant du côté de l'Atlantique, il dit, bon, maintenant, ça suffit. Allez, il faut que tout rentre dans l'ordre. Et donc, il accorde à la Russie, évidemment, une faveur particulière pour résoudre le problème de l'Europe et faire la paix en Europe. Une paix expéditive, une paix expédiée plutôt, pour qu'il puisse consacrer tout son temps et son énergie à l'affaire chinoise, à la question du piège de Thucydide, pour éviter d'être pris dans le piège de Thucydide. Mais m'est avis qu'on aboutira à un accord. Pourquoi ? Parce que, en fait, Trump veut se rembourser. Ça, c'est très américain. Les Américains ne font jamais rien de gratuit. Il faut jamais oublier que il y a Dieu sur le dollar. Vous savez ça, bon. Les WASP, il y a Dieu avec eux sur le dollar. Dieu est là pour la réussite. Donc, on fait rien de gratuit quand on est américain. Mais rien. Et donc, lui, il dit à Zelensky, très bien, vous voulez qu'on s'entende? Eh bien, vous me laissez piller vos terres rares dont j'ai besoin pour éviter d'être dépendant de la Chine. Donc, pour avoir le lithium, tous ces terres rares, ce qu'on appelle les terres rares, c'est des matériaux très, très rares, qui sont dans le sous-sol ukrainien, notamment. Ils sont aussi dans le sous-sol chinois. Et donc, Trump, c'est vital pour lui, ne veut pas dépendre de la Chine. Actuellement, il dépend de la Chine, puisque 80% des terres rares sont en Chine. Et donc, pour ne plus dépendre de la Chine, il dit, tiens, bah, toi, Zelensky, viens me voir, et maintenant, on va conclure un accord, et je vais me rembourser des, alors, soi-disant, 350 milliards, c'est ça? Ça monte parfois plus loin, ils disent oui. 500 milliards jusqu'à 500. Voilà. Mais en réalité, donc, Zelensky n'a pas le choix. S'il veut un minimum de protection des Européens, avec une garantie de sécurité, en deuxième rappel des Américains, il ne peut que signer. Mais en fait, en regardant Trump et en vous regardant tous les deux, dans la panique de l'improvisation nécessaire, je pensais à l'histoire humaine, à l'histoire des civilisations. Il y a deux souvenirs qui me reviennent. Le premier, c'est le vase de Soissons. En fait, jusqu'à une époque récente, quand Clovis gagne contre Syagrius, il donne l'autorisation pendant 2 jours d'aller piller. Ça s'appelle le droit à la robberie et à la dérobberie, sauf erreur de ma part. Le droit à la robberie et à la dérobberie. Ensuite, on ramène tout ce qu'on a pillé, puis après on tire au sort. Voilà. On se rembourse sur l'occupant, ou plutôt sur l'habitant.
Voilà. Et c'est comme ça qu'il y en a un qui ramène un vase qui appartient à l'évêque de Reims. Bon. Mais vous êtes trop jeune pour connaître une histoire que je vais vous raconter. C'est l'histoire de l'Amgot. Moi, j'avais un ami qui était sénateur, un ancien ministre, s'appelait Maurice Schumann. Pas Robert, hein, ne confondez pas. Maurice Schumann, grand résistant, contrairement à Robert, et qui était un proche du général de Gaulle, et qui m'a raconté par le menu un jour en déjeunant au Sénat comment ça s'est passé après le 6 juin 1944. Ça s'est très mal passé. Pourquoi? Les Américains sont arrivés avec du papier-monnaie, c'est-à-dire des dollars français, et ils ont mis sur pied l'Amgot, c'est-à-dire un gouvernement provisoire d'occupation, comme pour l'Allemagne. Et donc, en fait, quand ils ont débarqué, ils se sont dit, on va occuper ce pays qui n'a plus de gouvernement. Et là, De Gaulle s'est levé en disant, il n'en est pas question. Et Michel Debré a dit, attendez, on va nommer des préfets, etc. Et en fait, De Gaulle a confié à Maurice Schumann un jour, ce que Maurice Schumann m'a raconté, il m'a dit, De Gaulle ne voulait pas commémorer le 6 juin 1944 en disant, attendez, n'oubliez pas ce qu'ils ont essayé de faire, ils ont essayé de nous occuper. Vous savez, et en 14-18, les Américains, quand la guerre a été finie, ils ont fait en sorte que ils ont appuyé le ministre allemand qui s'appelait Stresemann, qui disait Financieren pour ne pas payer les réparations, et ils ont d'une certaine manière encouragé l'Allemagne à se refaire pour redevenir conquérante. Donc en fait, si vous voulez, l'Amérique est une puissance impériale. Raymond Aron l'appelait la République impériale. Elle ne se défera pas de tout ça. Elle regarde aujourd'hui du côté du Groenland par son instinct, parce que l'Amérique est forte et qu'elle a envie de faire comme l'ours en face. Et donc tout ça se passe comme prévu. C'est un nouveau Yalta. Nous entrons dans une période complètement nouvelle. Et pensez toujours à la phrase de Raymond Aron. En 1981, Raymond Aron déclare ceci, je cite de mémoire, « Les Européens voudraient sortir de l'histoire, de la grande histoire qui s'écrit en lettres de sang, et d'autres par millions voudraient y entrer. » Nous y sommes. Philippe de Villiers, je vous propose qu'on revoie une séquence un peu plus longue, parce que ce qui... visiblement, aux yeux de J.D. Vance, le vice-président américain, a mis en quelque sorte le feu aux poudres dans cet échange. C'est qu'il a considéré à un moment que Volodymyr Zelensky critiquait l'administration américaine, qui toujours selon J.D. Vance, l'administration américaine, les États-Unis, qui ont investi des centaines de milliards pour soutenir pendant l'agression russe, à partir du moment du début de l'agression russe, l'Ukraine. On revoit cette séquence, elle est un peu longue, mais c'est pour revenir un peu sur ce moment peut-être historique, mais vous dites, finalement, ça n'a rien de surprenant. On écoute. Bon, on va voir. Il a envahi, occupé de grandes parties de l'Ukraine, dans l'Est, en Crimée. Certaines zones sont envahies depuis 2014. Je ne parle pas simplement du président Biden, mais on a eu le président Obama, on a eu le président Trump, président Biden et à nouveau président Trump. Et Dieu le bénisse, nous allons l'arrêter maintenant. Mais en 2014, personne ne l'a arrêté. Il a envahi, il a tué. En 2015 ? Non, en 2014. Je n'étais pas là. Mais de 2014 à 2022, beaucoup sont morts et personne ne l'a arrêté. Et vous le savez, nous avons eu des conversations avec lui. Nous avons eu plein de conversations bilatérales. Nous avons signé avec lui. J'ai signé un accord avec lui en 2019. J'étais nouvellement élu. J'ai signé avec lui un accord avec le président Macron et la chancelière Mme Merkel. Nous avons signé un cessez-le-feu. Tous m'ont dit qu'il n'irait jamais plus loin. Nous avons signé un contrat. Mais après cela, il a ignoré le cessez-le-feu, il a tué notre population. Nous avons signé un échange de prisonniers, il ne s'est pas conformé à cet accord.
Donc de quel type de diplomatie parlez-vous? Qu'est-ce que vous voulez dire par diplomatie? Je parle de la diplomatie qui va mettre fin à la destruction de votre pays. Monsieur le Président, sous votre respect, je pense que c'est irrespectueux de venir dans ce bureau et de parler comme cela des États-Unis. Pour l'instant, vous avez un problème. Vous n'avez pas suffisamment de troupes. Vous devriez remercier le Président. J'ai vu ce qu'il se passe, je sais ce qu'il se passe. Vous essayez de faire de la propagande dans vos tournées diplomatiques. Vous avez eu du mal à recruter. Vous avez eu du mal. Et là, vous venez dans le bureau ovale des États-Unis d'Amérique et vous manquez de respect à un gouvernement qui essaie d'aider votre pays. Tout d'abord, pendant la guerre, tout le monde a eu des problèmes. Et vous allez sentir les effets, même si vous ne les sentez pas maintenant. Et un peu plus loin, il y a une nouvelle séquence où Volodymyr Zelensky interpelle Donald Trump en lui disant « Puis-je répondre ?» Et Donald Trump lui répond « Non, vous avez assez parlé, votre pays a de sérieux problèmes, vous ne gagnez pas, vous ne gagnerez pas cette guerre. » Voilà ce que répond Volodymyr Zelensky. Peut-être, Geoffroy Lejeune, vous avez une question pour Philippe de Villiers. J'ai une question pour Philippe. Vous n'êtes pas surpris de ce que vous entendez, puisque vous nous expliquez que c'est l'histoire humaine. Mais est-ce que vous pensez que cette scène qu'on vient de vivre peut aboutir à une résolution de ce conflit? Est-ce que vous souhaitez que ça aille dans ce sens-là? On est tout près de la résolution du conflit. C'est-à-dire qu'en fait, dans un conflit, c'est la vie, c'est terrible. Eisenhower disait « Je n'aime pas les losers ». Très américain. Mais aussi, c'est très français, c'est très humain. Dans un conflit, il y a les vainqueurs, il y a les vaincus. Et qui sont les vainqueurs et qui sont les vaincus? Les vainqueurs sont les Américains. Les premiers vainqueurs de cette guerre, ce sont les Américains. Leur appareil militaro-industriel triomphe, ils ont vendu des armes. Ensuite, ils ont fait des Européens leurs clients pour l'énergie, le gaz liquéfié. On a abandonné le gaz russe et on paye le gaz liquéfié 4 fois plus cher que le gaz russe. Donc, du côté des Américains, c'est une victoire, cette guerre. Du côté des Français, des Européens, c'est une défaite. D'abord parce que les contribuables européens, comme l'a dit l'autre jour Emmanuel Macron en reprenant d'ailleurs Trump, il a dit non, on a payé plus que vous. C'est des centaines de milliards. Ce sont les contribuables qui ont payé. Est-ce qu'il y a un Français qui sait ce qu'il a payé pour l'Ukraine? Non, évidemment, on ne nous a jamais rien dit. On n'a jamais dit au Parlement, voilà les milliards qu'on va mettre pour l'Ukraine. En fait, on a mis des milliards. Donc les contribuables ont été mis à contribution. Ensuite, la deuxième chose, c'est évidemment l'énergie. Si notre classe moyenne aujourd'hui est désemparée, si le pouvoir d'achat est dans l'état où il est, s'il y a tant d'inflation, c'est à cause de cette guerre. Et enfin, les paysans, eux, ils savent de quoi on parle avec les poulets ukrainiens. Donc en fait, nous, on a tout perdu dans cette guerre. Dans une guerre entre deux peuples slaves, et je voudrais dire quelque chose de très important. L'Europe s'est faite, après la guerre, sans les États et avec un fédérateur extérieur, l'Amérique. Et là, depuis 3 ans, l'Europe a tenté de se faire avec un fédérateur extérieur, l'Ukraine. Et l'idée de la co-belligérance, qui était dans la tête de Macron, de Van der Leyen, etc., c'était pour provoquer ce qu'on appelle le Spillover Act, c'est l'effet d'engrenage de Jean Monnet, qui avait dit, pour faire l'Europe, c'est-à-dire une Europe supra-étatique, supranationale, pour affaiblir les nations, il faut déclencher une crise et s'y engouffrer.
Et donc là, ils ont essayé de faire couler le sang. Ils ont voulu faire couler le sang. Ils étaient prêts à envoyer des troupes au sol pour provoquer une guerre, pour pouvoir unifier, fédéraliser l'Europe. C'est grave ce que je dis, mais pour avoir parlé avec des très hauts responsables, je sais de quoi je parle. Et donc maintenant, évidemment, c'est la gueule de bois. Ouais, c'est la gueule de bois pour l'Europe, c'est la gueule de bois pour Zelensky. Je me permets juste de préciser que l'Assemblée nationale avait, si je ne m'abuse, en mars 2024, voté et soutenu largement l'accord avec l'Ukraine, sans le RN d'ailleurs qui s'était abstenu à l'époque, et la France insoumise qui avait voté contre. Non, ça c'était un accord avec l'Ukraine. C'est ça, vous avez raison, c'est un accord sur 10 oui. sur mais c'est pas l'ensemble des crédits qui sont partis en Ukraine. Il faudrait interroger le ministre des Armées pour savoir ce qui est parti en Ukraine. Voilà. Ça serait intéressant de savoir. Bon, Philippe de Villiers, voilà ce qu'on pouvait dire sur cet échange dans le bureau ovale, effectivement, qui méritait... Attendez, je voudrais juste rajouter quelque chose, Elliot. Allez-y. J'ai entendu tout à l'heure Zelensky qui disait on a essayé de faire la paix et Poutine n'en a pas voulu. C'est pas tout à fait exact. Je pense que Poutine s'est dit bon, maintenant que la guerre a commencé, on va aller jusqu'au bout. Poutine s'est d'ailleurs planté puisqu'il a cru qu'il allait prendre Kiev en 2 jours. Ça s'est pas passé comme ça. Mais ensuite, il s'est dit je grignote. Bon. Mais il y a eu les fameux accords de Minsk et il y a eu une tentative avec d'ailleurs Erdogan, une tentative de paix, de trêve, et c'est l'Europe qui n'en a pas voulu. Et écoutez-moi bien, la preuve de ce que je dis, c'est qu'il y a encore 2 jours, vous entendiez des responsables européens, dont Barrot, notre couve de Murville en Playmobil, notre ministre des Affaires étrangères, il disait il faut des nouvelles sanctions. Donc il continue la guerre alors qu'elle est finie la guerre. Donc en fait les seuls à continuer la guerre, ce sont les diplomates européens. Donc pourquoi ils veulent cette guerre? Il y a une raison. Et la raison, je viens de vous la donner, c'est pour fédéraliser, unifier, supra-étatiser, pour en finir avec les nations et faire de Mme von der Leyen, qui est la gouvernante, le gouverneur aux ordres de l'Amérique. Sauf que ça se passe pas comme ça, parce que l'Amérique dit au gouverneur et à la gouvernante, on n'a pas votre numéro de téléphone et on le veut pas. Voilà pour votre analyse, Philippe de Villiers. On revient dans un instant, une émission qui a été un peu bousculée par cette déclaration et cet échange dans le bureau ovale entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump, ainsi que J.D. Vance. On revient dans un instant, on parlera d'autres sujets. On a beaucoup de choses à traiter ensemble, Philippe. À tout de suite. 19h30 sur CNews face à Philippe de Villiers, toujours avec Philippe bien sûr et Geoffroy Lejeune. On poursuit cette émission qui a été bousculée par cet échange ultra tendu entre Volodymyr Zelensky, Donald Trump ainsi que J.D. Vance. Je crois qu'on a une image en direct depuis le bureau ovale, depuis la Maison Blanche du moins, puisque Volodymyr Zelensky va quitter la Maison Blanche d'un instant à l'autre. On voit cette image depuis la Maison Blanche. Beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, Philippe de Villiers, mais bon, vous souhaitiez revenir quelques instants sur l'engrenage de la guerre. Puisque vous avez dit en début d'émission, vous êtes revenu en longueur, mais on connaît les âmes chagrines. Il a voulu la guerre, il l'a à propos de Volodymyr Zelensky. Et vous vouliez revenir sur l'engrenage de la guerre. Oui, rapidement. Voilà. Il faut bien expliquer les choses pour avoir une vision d'ensemble. Bon. Poutine a toujours dit, depuis 1990, la promesse faite par James Baker, le secrétaire d'État américain, à Gorbatchev à l'époque, on vous promet de ne pas élargir l'OTAN, qui est quand même un instrument militaire, qui peut être agressif, on le verra plus tard dans le Kosovo et en Irak, on vous promet de ne pas élargir l'OTAN au-delà de la limite du pacte de Varsovie ancien, puisque le pacte de Varsovie est dissous. Et ils n'ont pas tenu cette promesse, les Américains. Et dans les documents d'archives qui viennent de sortir
de l'USAID, qu'est-ce qu'on a découvert? Des financements énormes pour la fameuse révolution de Maïdan. Et donc Trump, il sait très bien, et J.D. Vance aussi, comme Poutine, ils savent très bien ce qui s'est passé. C'est qu'en fait, les Ukrainiens, autour de Zelensky, voulaient absolument que l'Ukraine rentre dans l'OTAN et qu'elle échappe à la sphère d'influence de Moscou. Et en face de lui, Zelensky a eu des pays, des États faibles, et ignares en matière de diplomatie, qui n'ont pas compris que pour l'ours russe, c'était une cause de guerre totale. Parce que Poutine était d'accord pour laisser l'Ukraine neutre, comme un pont, comme disait Kissinger, entre l'Ouest et l'Est, entre l'Atlantique et l'Oural, mais il n'était pas d'accord pour l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Et quand Poutine a vu qu'en réalité les carottes étaient cuites et que tout l'Ouest, y compris à la remorque transatlantique des États-Unis, avait décidé de faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN, eh bien Poutine a fait la guerre. Alors il est clair que c'est Poutine qui a lancé cette guerre, mais il est tout aussi clair, c'est ça que j'ai voulu dire, dans un propos équilibré, que quand encore une fois Talleyrand, il ne faut pas mettre du persil sous le nez de l'ours. On cite souvent Talleyrand dans cette émission, Philippe. Oui, c'est depuis que M. Barrot est au Quai d'Orsay, c'est une sorte de référence permanente. Vous n'avez pas vu ça par un effet miroir de la grandeur du personnage. D'une diplomatie à une autre. Et voilà ce qu'on pouvait dire. D'ailleurs, sur l'Algérie, on va peut-être en parler. Ah, justement, allons-y. On voit M. Barrot dans les évolutions de M. Barrot sont celles d'un grand danseur. Parlons de l'Algérie et du rapport avec la France et de l'Algérie. Cette semaine, le Premier ministre...